Nom d'un clito. 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 Nom d'un clito, le podcast qui se fout des tabous. Une exploration sans filtre ni excuse de la santé sexuelle au féminin et au masculin. Des témoignages intimes, des récits de vie, des interviews d'experts et d'expertes, des conseils et une communauté où ta voix compte. Je suis Céline Guillan, facilitatrice de l'univers Nom d'un clito. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Nom d'un clito, le podcast qui se fout des tabous. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Marie-Hélène Barcos, accompagnante à la naissance et animatrice en chant prénatal. Dans cet épisode, nous abordons un sujet à la fois fascinant et tabou, la naissance orgasmique. Marie-Hélène, bonjour et bienvenue dans cet épisode. Bonjour Céline, bonjour à tout le monde qui nous écoute et vraiment ravie d'être là et particulièrement pour parler de ce sujet. Alors Marie-Hélène, toi, ton point de vue par rapport à la naissance, euh, c'est qu'elle est prévue pour être plaisante. Est-ce que tu peux nous expliquer comment est-ce que ça s'inscrit dans ton approche de l'accompagnement à la naissance? Nom d'un clito. Interview. Comme une relation sexuelle, pourquoi elle est plaisante, pourquoi elle est censée apporter du plaisir? Parce qu'en fait, pour assurer la survie, pour qu'on puisse continuer de se reproduire. Et l'enfantement qui arrive vraiment au bout de, on va dire, de la chaîne de ce processus, c'est aussi, ça a aussi vocation à être du plaisir. Alors, il ne faut pas que ça soit forcément une injonction d'y arriver, on va en reparler, mais en tout cas, c'est pas tellement ce qu'on a l'habitude d'entendre quand on entend le mot accouchement. De suite, on y associe euh, des croyances négatives et des sensations, on va dire, désagréables, alors que ce n'est pas, à la base, c'est pas du tout fait dans ce sens-là. Voilà. Ça n'a pas été créé dans ce sens-là. Donc, au niveau de mon accompagnement, c'est au cœur de mon accompagnement, c'est apprendre justement parce que on est énormément coupé de tout ça dans nos vies à 1000 à l'heure. Aujourd'hui, on prend très peu de temps pour soi, pour se faire du bien, pour savoir ce qui nous fait du bien, ce qui nous fait plaisir. Et donc, pour favoriser cet état-là au moment de l'accouchement, le but, c'est de s'entraîner pendant la grossesse, en fait, à se découvrir, à découvrir ce qui nous fait du bien et en utilisant bien sûr aussi le chant prénatal qui est euh, avant tout, pour moi, le chant, c'est du plaisir. Euh, c'est tout ça, en fait, qui est regroupé et qu'on expérimente, hein, parce qu'il ne suffit pas de le savoir dans sa tête, il faut l'expérimenter, il faut en faire une habitude, il faut s'en servir pour tous les maux de la grossesse aussi que l'on peut avoir. Alors, il y en a qui n'en ont pas, tant mieux, mais on peut avoir plein de choses plus ou moins compliquées à vivre. Et en fait, c'est chacune de ces choses-là, c'est une occasion vraiment d'expérimenter et de se faire du bien pour pouvoir passer au mieux ce moment-là. Et voilà, et la naissance aussi. Voilà, comme on nous fait croire que c'est douloureux, que c'est souffrance, eh ben, non, il y a des outils, on peut faire en sorte. Alors, en fait, il y a toute la palette. Il y a la souffrance et puis de l'autre côté, il y a le plaisir. Et en fait, il y a au milieu, il y a une infinie de possibilités. Et donc, on peut déjà ne pas souffrir, on peut avoir du plaisir, ou on peut juste ne pas ressentir de douleur. Ça peut être aussi ça, et c'est déjà énorme. Oui, comme tu dis, il y a tellement cette croyance que ça se fait dans la douleur, que ça dure longtemps, que
que c'est tout un bouleversement, du corps de la femme, ce qui est ex le cas, hein, mais parfois on peut avoir tendance à voir plutôt le côté négatif de la chose. Puis quand tu parlais de chant prénatal, ça me fait penser à une ouverture, tu vois? Je vois les cordes vocales, ça me fait penser à cette ouverture aussi que l'orgasme peut procurer. Tu vas nous expliquer justement que toutes ces conditions qui favorisent une naissance plaisante sont les mêmes que celles pour bien jouir. Quelles sont ces conditions spécifiques à ton avis et comment est-ce que les futures mamans peuvent-elles les mettre en place? Alors c'est vrai que c'est assez compliqué, aussi dans notre, société de de vivre un enfantement dans la jouissance. Pourquoi? Parce que, on a des conditions de naissance en maternité, qui sont pas favorables en fait à ça. La naissance, c'est vraiment on doit être dans les mêmes conditions que lorsque l'on fait l'amour. Quand on a une relation sexuelle et qu'on veut arriver à s'abandonner, pour ressentir du plaisir, heu, on ne doit pas être non plus dans sa tête, on doit couper son mental et juste arriver à lâcher prise, à se laisser aller et donc voilà, c'est ça le lien, c'est exactement la même chose, heu et on doit être dans les bonnes conditions pour ça et donc c'est pour ça que dans les maternités, heu, aujourd'hui, c'est assez compliqué mais heu, on peut toujours agir. Et je peux imaginer que le type d'environnement qui, facilite, ce type de mise au monde, plus, dans le plaisir, voire avec, jouissance, c'est, ouais, plutôt ce cocon intime, avec peut-être même, le conjoint s'il est là et puis, la sage-femme qui est assez expérimentée pour quand même donner l'espace, mais aller voir quand c'est nécessaire. Donc on parle vraiment de ce genre de setup ou de mise en place, en fait. Alors, je trouve que c'est quand même bien de rappeler, voilà, il faut pas que ça soit des injonctions, c'est ce qui permet de faciliter au mieux, mais ce qui doit rester au centre, de l'attention des femmes, c'est: «Qu'est-ce qui me fait du bien? Qu'est-ce qui va me faire du bien?» et en se posant cette question-là, se sentir bien, comment se sentir bien? Il y a plein de choses, hein, on peut prendre un bain chaud, enfin voilà, il y a mais le fait de se connaître et d'avoir testé pendant la grossesse, ça permet de savoir, voilà, quand j'ai des sensations un peu inconfortables, comment je peux me faire du bien? Et pour faire le lien aussi avec le plaisir et ce qui permet de pouvoir accéder à l'orgasme pendant l'enfantement, c'est aussi tout ce qu'on peut faire avec son conjoint. C'est voilà, de se mettre en peau à peau avec son conjoint, par exemple, juste sentir sa peau, heu, faire, des bisous à son conjoint. Ça permet aussi, voilà, d'être, relâché, détendu, donc il y a ça et puis après on peut aller, plus loin, les caresses, la stimulation des mamelons, la masturbation aussi, si on veut faire ça seul, et puis voilà, comme ce qu'on peut faire, on va dire, lors d'une relation sexuelle avec son conjoint, il faut pouvoir avoir l'espace pour ça et voilà. C'est sûr que quand on est chez soi, c'est peut-être plus facile, enfin, c'est sûr même, c'est plus facile. Quand on est en maternité, c'est pas impossible, mais il faut demander à rester tranquille, à pouvoir rester tranquille. Mais je pense que pour avancer, sur ce tabou-là, savoir que en fait, la naissance, elle est faite pour être vécue dans le plaisir, bah, ça peut, voilà, comme on disait tout à l'heure, planter des graines et savoir que c'est possible et qu'on peut le vivre si on en a envie. Et là, on parle beaucoup des femmes qui sont en couple, qui peuvent être accompagnées par le père dans cette phase,
de stimulation, de plaisir, de monter vers la jouissance. Euh, Qu'en est-il des femmes qui seraient sans le papa ou dans les conditions font que l'accouchement peut pas se faire avec le père parce qu'il est pas là ou peu importe. Qu'est-ce que ça pourrait être le mieux pour elles? Pour les femmes, voilà, qui sont seules, c'est vraiment se masturber, du coup, pour le coup. Hem et on avait échangé à propos d'une étude justement qui a été faite par, une sexologue qui, intervient justement en maternité et qui a proposé aux femmes de, tester, la fonction anesthésiante en fait, du clitoris et donc et dans des témoignages aussi qu'on a pu, recueillir, sur la naissance orgasmique, on a pu voir aussi que des femmes utilisaient, des vibromasseurs, par exemple. Il y en a pour qui ça a marché, d'autres pas forcément, mais en tout cas, elles ont quand même plus ou moins toutes parlé de moins ressentir les douleurs. Même quelqu'un qui est en couple peut avoir envie de faire ça seul et de pas avoir envie de partager ça avec son conjoint. Ça, c'est voilà, en fait, c'est toujours pareil, il y a une palette de possibilités et chacun, peut aller piocher ce qui lui convient et en étant à l'écoute de soi. C'est important, c'est toujours, hem, ne pas imposer quelque chose parce que ce qui est le plus important, c'est ce dont on a envie, nous. Nom d'un clito, abonne-toi et like tes épisodes favoris. Est-ce qu'il y a des maternités ou des endroits qui sont vraiment prévus pour ça en dehors du domicile? Est-ce que tu sais ça, Marie-Hélène? Alors oui, en France, on a des maisons de naissance qu'on appelle. Il y en a pas énormément, je dirais, 7 ou 9 sur le territoire, c'est quelque chose comme ça et c'est vrai qu'une maison de naissance, à la base, alors c'est plutôt, un endroit qui est rattaché à, à une maternité pour que, en fait, on essaye de favoriser dans ces endroits-là des naissances naturelles, justement, en mettant en place toutes ces conditions dont on a parlé, précédemment et qui sont en général très peu présentes en maternité. Et là, vraiment, on n'a que des sages-femmes. Donc les sages-femmes, c'est vraiment les spécialistes, en théorie, de la naissance physiologique où justement il n'y a pas de pathologie, ce qu'est, une grossesse à la base. Il y a bien sûr, il y a des personnes qui ont des pathologies particulières, et ça nécessite le suivi par un médecin parce que c'est sa spécialité. Mais à la base, une naissance, enfin une grossesse et la naissance, c'est naturel. Oui, c'est important ce que tu dis aussi parce que effectivement, s'il y a des risques ou si ça peut être même déjà pendant la grossesse, une grossesse à risque, c'est sûr que là, il y aura besoin d'un suivi beaucoup plus médicalisé. Et pour en revenir à notre sujet, de cette, naissance orgasmique, à ton avis, d'après ce que tu as pu voir dans ton expérience, quels sont les obstacles psychologiques ou sociaux qui empêchent les femmes de parler ouvertement de l'orgasme pendant la naissance et comment est-ce que toi tu pourrais conseiller, quelles pistes tu pourrais donner pour aider à surmonter ces obstacles? En premier lieu, il y a déjà le fait de savoir que c'est possible. Parce que je suis certaine qu'il y a des femmes qui ont pu, vivre cette expérience-là, mais en étant tellement conditionnées par le fait que de toute façon la naissance est quelque chose de douloureux, c'est associé à la souffrance, elles peuvent même pas imaginer que ce qu'elles ont vécu, ça peut être un orgasme et puis c'est différent d'un orgasme aussi, hem, lors d'une relation sexuelle et comme, le plaisir des femmes autrefois était tabou, bah, le plaisir des femmes pendant l'enfantement, c'est encore, un niveau au-dessus, bah, parce que, c'est comme, s'autoriser, du plaisir avec son enfant donc il y a le, il y a le fantôme là de l'inceste, derrière, alors que, enfin je comprends, hein, qu'il y en ait qui peuvent l'associer mais en fait,
quand on voit que c'est la vie qui a été faite comme ça et que c'est pour assurer la reproduction et puis que de toute façon, le bébé, il passe dans des endroits, par des organes qui sont faits naturellement pour le plaisir. Donc, voilà, mais il y a tout ça, il y a le tabou, le fait de pas savoir, il y a l'autorisation aussi, il faut se l'autoriser, le lieu dans lequel on est qui ne permet pas non plus de favoriser tout ça. En fait, c'est tout ça qui est assez compliqué pour mettre en place toutes les conditions pour vivre cette expérience-là, de manière orgasmique. C'est un gros sujet. Il y a plein de choses là derrière qui peut empêcher justement. Et quand on voit qu'encore aujourd'hui, des femmes ont du mal à s'autoriser du plaisir avec elles-mêmes ou avec un compagnon ou une compagne, voilà, là, pour moi, c'est encore le pas au-dessus, enfin, ouais, la marche au-dessus, c'est qu'il y a encore beaucoup euh, de choses à aller régler là-dessous. Euh, et voilà, c'est le chemin de chacun aussi pour avancer. Euh, mais voilà, ça fait partie des choses en tout cas que maintenant, les personnes qui vont écouter cet épisode sauront que ça existe, que c'est possible et qu'elles peuvent choisir, en fait. Comme tu le dis, c'est vrai que c'est quelque chose qui peut soulever des réactions. Des réactions, effectivement, parce que pour celles qui auraient pu, et puis ça, c'est ce dont je t'avais parlé dans les coulisses, en message vocal, je peux imaginer que des femmes qui ont eu cette naissance extatique pourraient culpabiliser aussi parce que bah, c'est à travers la naissance, donc c'est quand même le passage de l'enfant qui fait qu'elles ont eu une forme de jouissance. Une maman, bah, elle va faire en sorte de privilégier une mise au monde qui soit la plus douce pour elle. Effectivement, peut-être que ça permettrait aussi aux femmes de prendre du recul et puis de se sentir plus à l'aise et de pas l'associer à cette forme de relation incestueuse. C'est vrai que c'est pas forcément non plus au moment du passage du bébé. Beaucoup témoignent qu'au moment vraiment de la poussée, de la sortie du bébé, il y a plutôt un soulagement, mais c'est pas forcément du plaisir à ce moment-là. Alors, bien sûr, il y en a qui peuvent vivre du plaisir à ce moment-là, mais le plaisir, par exemple, pour gérer les vagues et pour faire en sorte que ça soit euh, le moins douloureux possible ou le plus dans le plaisir, c'est soi avec soi-même. Et enfin, on fait rien avec le bébé. C'est comme quand on a une vie sexuelle pendant la grossesse, en fait. C'est exactement la même chose. Et voilà, il y en a qui vont pas se l'autoriser même pendant la grossesse. Et puis, qu'est-ce qu'il y a de mieux que de pouvoir accueillir quand même son bébé dans la vie, euh, que dans le plaisir. Euh, Qu'est-ce qu'on a besoin pour l'enfantement? C'est toutes les hormones du plaisir, notamment l'ocytocine, et, euh, et ce qui permet de vivre de la jouissance. Et quand on vit un orgasme, on a des contractions qui se font voilà, au niveau de la zone génitale. Et en fait, c'est ce qu'on vit aussi au moment de la naissance, c'est que l'utérus se contracte sous l'effet de l'ocytocine. Et le fait, voilà, de se faire du bien, ça permet d'amener l'ocytocine. Et l'ocytocine, elle passe via le placenta dans le bébé. Donc le bébé, il est inondé d'ocytocine aussi, et c'est vraiment l'hormone du bien-être, de l'amour. Et c'est une question ouverte, chacun y répondra. Est-ce qu'il vaut mieux pas qu'un enfant arrive pour son premier voyage en étant inondé d'ocytocine, d'amour,
plutôt que de stress et de cortisol que l'on peut sécréter justement quand on est dans la souffrance. Voilà, c'est aussi le corps qui est fait comme ça et le corps a prévu aussi cette magie-là. Est-ce que si une femme s'autorise à vivre cette, mise au monde de manière différente, donc de s'autoriser à ce que peut-être qu'il y ait de la jouissance, mais en tout cas le plus de plaisir possible, est-ce que ça va pas faciliter la relation, le rapport entre s'autoriser en tant que mère aussi à garder ce plaisir sexuel dans le couple? Donc là, ça demande, ça demanderait justement peut-être, recherche. Je sais peut-être même que toi, tu as des retours, par rapport à ça? Ça me paraît vraiment évident et c'est vraiment ce que je disais, il y a des femmes qui, à partir du moment où elles sont enceintes, elles vont plus s'autoriser rien du tout et peut-être même, très tard après, après que leur bébé soit né et c'est sûr qu'arriver à, si déjà dans la grossesse on est libre avec ça, bah, ça sera forcément plus facile d'être libre pour l'enfantement et pour après aussi et puis on peut être libre pendant la grossesse, pas vouloir pendant l'enfantement et vouloir reprendre quand même pour autant une vie de femme, après la naissance. Il y a toutes les il y a toutes les possibilités, mais c'est sûr que, ça facilite grandement. Mais en tout cas, merci beaucoup, beaucoup Marie-Hélène. C'était intéressant de voir, ce qui peut être mis en place, qui existe, ce qui pourrait exister aussi pour favoriser, cette mise au monde de façon naturelle dans une société qui favorise le faire, faire, faire et vite, vite, vite. Et de voir aussi qu'il peut y avoir un espace qui s'ouvre, un espace, de douceur et d'amour déjà là. Merci à toi, de m'avoir donné cette possibilité parce que moi, c'est toujours un plaisir et pour ouvrir quand même la suite, moi, je suis persuadée que voilà, tout ça, ça va dans le bon sens. On est de plus en plus conscient de plein de choses. La sexualité, de la femme, c'est de moins en moins tabou et je suis sûre que l'orgasme pendant l'enfantement, ça sera aussi, de moins en moins tabou et on se l'autorisera parce que tout simplement parce qu'on en parle déjà et merci de contribuer aussi, voilà, à ça et toi, tu contribues plus largement et ça, c'est génial, en fait, de pouvoir être, accompagnée tout le long de notre chemin de vie de femme, dans ce qu'on est et ce à quoi on peut avoir accès, ce qu'on peut s'autoriser. Bah, le plaisir a été vraiment, largement partagé. Merci beaucoup Marie-Hélène. Et puis, chère auditrice, cher auditeur, merci d'avoir écouté cet épisode de Nom d'un clito. Pour en savoir plus sur notre intervenante du jour, Marie-Hélène, tu trouveras ses coordonnées dans le descriptif de l'épisode. Je te dis à très bientôt et rappelle-toi, chaque voix compte. Nom d'un clito, un espace ouvert à toutes et tous. Pour tout savoir sur l'univers Nom d'un clito et ne rater aucun épisode, like et inscris-toi à la Clito News. À bientôt!